L'affaire Le Rouge de Émile Gaboriau, partie 2 du livre audio, chapitre 3. La maison du père Tabaret n'est pas, en effet, à plus de 4 minutes de la gare Saint-Lazare. Il possède là un bel immeuble, soigneusement tenu, et qui doit donner de magnifiques revenus, bien que les loyers n'y soient pas trop exagérés. Le bonhomme s'y est mis au large. Il occupe, au premier, sur la rue, un vaste appartement bien distribué, confortablement meublé et dont le principal ornement est sa collection de livres. Il vit là simplement, par goût autant que par habitude, servi par une vieille domestique à laquelle, dans les grandes occasions, le portier donne un coup de main. Nul dans la maison n'avait le plus léger soupçon des occupations policières de monsieur le propriétaire. Il faut au plus infime agent une intelligence dont on le supposait, sur la mine, absolument dépourvue. On prenait pour un commencement d'idiotisme ces continuelles distractions. Mais tout le monde avait remarqué la singularité de ses habitudes. Ces constantes expéditions au dehors donnaient à ses allures des apparences mystérieuses et excentriques. Jamais on ne vit jeune débauché plus désordonné, plus irrégulier que ce vieillard. Il rentrait ou ne rentrait pas pour ses repas, mangeait n'importe quoi à n'importe quel moment. Il sortait à toute heure de jour et de nuit, découchait souvent et disparaissait des semaines entières. Puis il recevait d'étranges visites. On voyait sonner à sa porte des drôles à tournures suspectes et des hommes de mauvaise mine. Cette vie décousue l'avait quelque peu déconsidéré. On croyait voir en lui un affreux libertin dépensant ses revenus à courir le Guilledou. On disait « N'est-ce pas une honte, un homme de cet âge ?» Il savait ses cancans et en riait. Cela n'empêchait pas plusieurs locataires de rechercher sa société et de lui faire la cour. On l'invitait à dîner. Il refusait presque toujours. Il ne voyait guère qu'une personne de la maison, mais alors dans la plus grande intimité, si bien qu'il était chez elle plus souvent que chez lui. C'était une femme veuve qui, depuis plus de 15 ans, occupait un appartement au 3e étage, Madame Gerdy. Elle demeurait avec son fils Noël, qu'elle adorait. Noël était un homme de 33 ans, plus vieux en apparence que son âge. Grand, bien fait, il avait une physionomie noble et intelligente, de grands yeux noirs et des cheveux noirs qui bouclaient naturellement. Avocat, il passait pour avoir un grand talent et s'était déjà acquis une certaine notoriété. C'était un travailleur obstiné, froid et méditatif, passionné cependant pour sa profession, affichant avec un peu d'ostentation peut-être une grande rigidité de principes et des mœurs austères. Chez Madame Gerdy, le père Tabaret se croyait en famille. Il la regardait comme une parente et considérait Noël comme son fils. Souvent, il avait eu la pensée de demander la main de cette veuve, charmante malgré ses 50 ans. Il avait toujours été retenu, moins par la peur d'un refus, cependant probable, que par la crainte des conséquences. Faisant sa demande et repoussée, il voyait rompues des relations délicieuses pour lui. En attendant, il avait, par un bel et bon testament, déposé chez son notaire, institué pour son légataire universel le jeune avocat, à la seule condition de fonder un prix annuel de 2000 francs destiné à l'agent de police ayant tiré au clair l'affaire la plus embrouillée. Si rapproché que fût sa maison, le père Tabaret mit plus d'un gros quart d'heure à y arriver. En quittant le juge, il avait repris le cours de ses méditations, de sorte qu'il allait dans la rue, poussé de droite et de gauche par les passants affairés, avançant d'un pas, reculant de 2. Il se répétait pour la 5e fois les paroles de la veuve Le Rouge, rapportées par la laitière. « Si je voulais davantage, je l'aurais. »« Tout est là, » murmura-t-il. La veuve Le Rouge possédait quelques secrets importants que des gens riches et haut placés avaient le plus puissant intérêt à cacher. Elle les tenait. C'était là sa fortune. Elle les faisait chanter. Elle aura abusé. Ils l'ont supprimé. Mais de quelle nature était ce secret? Et comment le possédait-elle? Elle a dû, dans sa jeunesse, servir dans quelque grande maison. Là, elle aura vu, entendu,
surpris quelque chose. Quoi ? Évidemment, il y a une femme là-dessous. Aurait-elle servi les amours de sa maîtresse ? Pourquoi non ? En ce cas, l'affaire se complique. Ce n'est plus seulement la femme qu'il s'agit de retrouver, il faut encore découvrir l'amant, car c'est l'amant qui a fait le coup. Ce doit être, si je ne m'abuse, quelque noble personnage. Un bourgeois aurait payé des assassins. Celui-ci n'a pas reculé. Il a frappé lui-même, évitant ainsi les indiscrétions ou la bêtise d'un complice. Et c'est un fier matin, plein d'audace et de sang-froid, car le crime a été admirablement accompli. Le gaillard n'avait rien laissé traîner de nature à le compromettre sérieusement. Sans moi, Gévrol, croyant à un vol, n'y voyait que du feu. Par bonheur, j'étais là. Mais non, continua le bonhomme, ce ne peut être encore cela. Il faut qu'il y ait pis qu'une histoire d'amour. Un adultère ? Le temps l'efface. Le père Tabaret entrait sous le porche de sa maison. Le portier, assis près de la fenêtre de sa loge, l'aperçut à la lumière du bec de gaz. « Tiens, dit-il, voilà le propriétaire qui rentre. »« Il paraît, remarqua la portière, que sa princesse n'aura pas voulu de lui ce soir. Il a l'air encore plus chose qu'à l'ordinaire. »« Si ce n'est pas indécent, opina le portier. Aussi est-il assez décati. Ces belles le mettent dans un joli état. Un de ces matins, il faudra le conduire dans une maison de santé avec la camisole de force. »« Regarde-le donc, interrompit la portière. Regarde-le donc au milieu de la cour. » Le bonhomme s'était arrêté à l'extrémité du porche. Il avait ôté son chapeau et tout en se parlant, il gesticulait. « Non, se disait-il, je ne tiens pas encore l'affaire. Je brûle, mais je n'y suis pas. » Il monta l'escalier et sonna à sa porte, oubliant qu'il avait son passe-partout dans sa poche. Sa gouvernante vint ouvrir. « Comment ? C'est vous, monsieur, à cette heure ?»« Hein ? Quoi ? » demanda le bonhomme. « Je dis, répliqua la domestique, qu'il est 8h30 passées. Je croyais que vous ne rentreriez pas ce soir. Avez-vous seulement dîné ? » ?»« Non, pas encore. »« Allons, heureusement que j'ai tenu le dîner au chaud. Vous pouvez vous mettre à table. » Le père Tabaret s'assit, se servit de la soupe. Mais enfourchant de nouveau son dada, il ne songea plus à manger et resta comme en arrêt devant une idée, sa cuillère en l'air. « Il devient toqué, » pensa Manette. « Regardez-moi cet air abruti. Ah, si ça a du bon sens de mener une vie pareille. » Elle lui frappa sur l'épaule en criant à son oreille comme s'il eût été sourd. « Vous ne mangez donc pas ? Vous n'avez donc pas faim ?»« Si, balbutia-t-il, cherchant machinalement à se débarrasser de cette voix qui bourdonnait à son oreille. « J'ai appétit, car depuis ce matin, j'ai été obligé... » Il s'interrompit, restant béant, l'œil perdu dans le vague. « Vous étiez obligé ?» répéta Manette. « Tonnerre !» s'écria-t-il en levant vers le plafond ses poings fermés. « Sacré tonnerre ! J'y suis !» Son mouvement fut si brusque et si violent que la gouvernante eut un peu peur et se recula jusqu'au fond de la salle à manger, près de la porte. « Oui, continua-t-il, c'est certain. Il y a un enfant. » Manette se rapprocha vivement. « Un enfant ?» interrogea-t-elle. Mais le bonhomme s'aperçut que sa servante l'épiait. « Ah, ça !» lui dit-il d'un ton furieux. « Que faites-vous là ? Qui vous rend hardi à ce point de venir ramasser les paroles qui m'échappent ? Faites-moi donc le plaisir de vous retirer dans votre cuisine et de ne pas reparaître avant que j'appelle. » « Il devient enragé, » pensa Manette, en disparaissant au plus vite. Le père Tabaret s'était rassis. Il avalait à larges cuillerées un potage complètement froid. « Comment, se disait-il, n'avais-je pas songé à cela ? Pauvre humanité ! Mon esprit vieillit et se fatigue. C'est pourtant clair comme le jour. Les circonstances tombent sous le sens. » Il frappa sur le timbre placé devant lui. La servante reparut. « Le rôti, demanda-t-il, et laissez-moi seul. »« Oui, continuait-il en découpant furieusement un gigot de présalé. « Oui, il y a un enfant, et voici l'histoire.
La veuve Lerouge est au service d'une grande dame très riche. Le mari, un marin probablement, part pour un voyage lointain. La femme, qui a un amant, se trouve enceinte. Elle se confie à la veuve Lerouge et, grâce à elle, parvient à accoucher clandestinement. Il sonna de nouveau. « Manette, le dessert est sorti. » Certes, un tel maître n'était pas digne d'un tel cordon bleu. Il eût été bien embarrassé de dire ce qu'on lui avait servi à son dîner, et même ce qu'il mangeait en ce moment. C'était de la compote de poire. « Mais l'enfant, murmurait-il, l'enfant, qu'est-il devenu ? L'aurait-on tué ? Non, car la veuve Lerouge, complice d'un infanticide, n'était presque plus redoutable. L'amant a voulu qu'il vécût, et on l'a confié à notre veuve, qui l'a élevé. On a pu lui retirer l'enfant, mais non les preuves de sa naissance et de son existence. Voilà le joint. Le père, c'est l'homme à la belle voiture. La mère n'est autre que la femme qui venait avec un beau jeune homme. Je crois bien que la chère dame ne manquait de rien. Il y a des secrets qui valent une ferme en Brie. 2 personnes à faire chanter. Il est vrai que, ne se refusant pas un amant, sa dépense devait augmenter tous les ans. Pauvre humanité. Le cœur a ses besoins. Elle a trop appuyé sur la chanterelle et l'a cassée. Elle a menacé, on a eu peur et on s'est dit « finissons-en ». Mais qui s'est chargé de la commission ? Le papa ? Non, il est trop vieux. Parbleu, c'est le fils. Il a voulu sauver sa mère, le joli garçon. Il a refroidi la veuve et brûlé les preuves. Manette, pendant ce temps, l'oreille à la serrure, écoutait de toute son âme. De temps à autre, elle récoltait un mot, un juron, le bruit d'un coup frappé sur la table. Mais c'était tout. « Bien sûr, pensa-t-elle, ce sont ces femmes qui lui trottent par la tête. Elles auront voulu lui faire accroire qu'il est papa. » Elle était si bien sur le grill que, n'y tenant plus, elle se hasarda à entrebâiller la porte. « Monsieur a demandé son café, fit-elle timidement. « Non, mais donnez-le-moi, répondit le père Tabaret. Il voulut l'avaler d'un trait et s'échauda si bien que la douleur le ramena subitement au sentiment le plus exact de la réalité. « Tonnerre, grogna-t-il, c'est chaud, diable d'affaire. Elle me met au champ. On a raison là-bas. Je me passionne trop. Mais qui donc d'entre eux aurait, par la seule force de la logique, rétabli l'histoire en son entier ? Ce n'est pas Gévrol, le pauvre homme. Sera-t-il assez humilié, assez vexé, assez roulé, si j'allais trouver M. Daburon ? Non, pas encore. La nuit m'est nécessaire pour creuser certaines particularités, pour coordonner mes idées. C'est que, d'un autre côté, si je reste ici, seule, toute cette histoire veut me mettre le sang en mouvement. Et comme cela, après avoir beaucoup mangé, je suis capable d'attraper une indigestion. Ma foi, je vais aller m'informer de madame Gerdy. Elle était souffrante ces jours passés. Je causerai avec Noël, et cela me dissipera un peu. Il se leva, passa son pardessus et prit son chapeau et sa canne. « Monsieur sort ?» demanda Manette. « Oui. »« Monsieur rentrera-t-il tard ?»« C'est possible. »« Mais monsieur rentrera. »« Je n'en sais rien. » 1 minute plus tard, le père Tabaret sonnait à la porte de ses amis. L'intérieur de madame Gerdy était des plus honorables. Elle possédait l'aisance, et le cabinet de Noël, déjà très occupé, changeait cette aisance en fortune. Madame Gerdy vivait très retirée, et, à l'exception des amis que Noël invitait parfois à dîner, recevait très peu de monde. Depuis plus de 15 ans que le père Tabaret venait familièrement dans la maison, il n'y avait rencontré que le curé de la paroisse, un vieux professeur de Noël, et le frère de madame Gerdy, colonel en retraite. Quand ces 3 visiteurs se trouvaient réunis, ce qui arrivait rarement, on jouait au Boston. Les autres soirs, on faisait une partie de piquet ou d'impérial. Noël ne restait guère au salon. Il s'enfermait après le dîner dans son cabinet, indépendant ainsi que sa chambre de l'appartement de sa mère, et se plongeait dans les dossiers. On savait qu'il travaillait très avant dans la nuit,
Souvent l'hiver, sa lampe ne s'éteignait qu'au petit jour. La mère et le fils ne vivaient absolument que l'un pour l'autre. Tous ceux qui les connaissaient se plaisaient à le répéter. On aimait, on honorait Noël pour les soins qu'il donnait à sa mère, pour son absolu dévouement filial, pour les sacrifices que, supposait-on, il s'imposait en vivant, à son âge, comme un vieillard. On se plaisait dans la maison à opposer la conduite de ce jeune homme si grave à celle du père Tabaret, cet incorrigible Roquentin, ce galantin à perruque. Quant à madame Gerdy, elle ne voyait que son fils en ce monde. Son amour à la longue était devenu comme un culte. En Noël, elle pensait reconnaître toutes les perfections, toutes les beautés physiques et morales. Il lui paraissait d'une essence pour ainsi dire supérieure à celle des autres créatures de Dieu. Parlait-il, elle se taisait et écoutait. Un mot de lui était un ordre. Ses avis, elle les recevait comme des décrets de la Providence même. Soigner son fils, étudier ses goûts, deviner ses désirs, l'entretenir dans une tiède atmosphère de tendresse, telle était son existence. Elle était mère. Madame Gerdy est-elle visible ? Demanda le père Tabaret à la bonne qui lui ouvrit. Et sans attendre la réponse, il entra comme chez lui en homme sûr que sa présence ne saurait être importune et doit être agréable. Une seule bougie éclairait le salon et il n'était pas dans son ordre accoutumé. Le guéridon, à dessus de marbre, toujours placé au milieu de la pièce, avait été roulé dans un coin. Le grand fauteuil de madame Gerdy se trouvait près de la fenêtre. Un journal déplié était tombé sur le tapis. Le volontaire de la police vit tout cela d'un coup d'œil. « Serait-il arrivé quelque accident ?» demanda-t-il à la bonne. « Ne m'en parlez pas, monsieur, nous venons d'avoir une peur. Oh, mais une peur !»« Qu'est-ce ? Dites vite !»« Vous savez que madame est très souffrante, depuis un mois. Elle ne mange pour ainsi dire plus. Ce matin même, elle m'avait dit... »« Bien, bien, mais ce soir !»« Après son dîner, madame est venue au salon comme à l'ordinaire. Elle s'est assise et a pris un des journaux de monsieur Noël. À peine a-t-elle eu commencé à lire qu'elle a poussé un grand cri, un cri horrible. Nous sommes accourus, madame était tombée sur le tapis, comme morte. Monsieur Noël l'a prise dans ses bras et l'a portée dans sa chambre. Je voulais aller chercher le médecin, monsieur m'a dit que ce n'était pas la peine, qu'il savait ce que c'était. Et comment va-t-elle maintenant ? Elle est revenue, c'est-à-dire, je le suppose, car monsieur Noël m'a fait sortir. Ce que je sais, c'est que tout à l'heure elle parlait, et très fort même, car je l'ai entendue. Ah, monsieur, c'est tout de même bien extraordinaire. Quoi ? Ce que madame disait à monsieur. Ah ah, la belle, ricana le père Tabaret, on écoute donc aux portes. Non, monsieur, je vous jure, mais c'est que madame criait comme une perdue. Elle disait... Ma fille, dit sévèrement le père Tabaret, on entend toujours mal au travers d'une porte. Demandez plutôt à Manette. La servante, toute confuse, voulut se disculper. Assez, assez, fit le bonhomme. Retournez à votre ouvrage. Il est inutile de déranger monsieur Noël. Je l'attendrai très bien ici. Et, satisfait de la petite leçon qu'il venait de donner, il ramassa le journal et s'installa au coin du feu, déplaçant la bougie pour lire plus à son aise. Une minute ne s'était pas écoulée qu'à son tour il bondit sur le fauteuil et étouffa un cri de surprise et d'effroi instinctif. Voici le fait divers qui lui a sauté aux yeux. Un crime horrible vient de plonger dans la consternation le petit village de la Jonchère. Une pauvre veuve, nommée Le Rouge, qui jouissait de l'estime générale et que tout le pays aimait, a été assassinée dans sa maison. La justice, aussitôt avertie, s'est transportée sur les lieux, et tout nous porte à croire que la police est déjà sur les traces de l'auteur de ce lâche forfait. Tonnerre, se dit le père Tabaret. Est-ce que madame Gerdy ? Ce ne fut qu'un éclair. Il reprit place dans son fauteuil, tout honteux, haussant les épaules et murmurant. Ah ça, décidément cette affaire me rend stupide.
Je ne vais plus rêver que de la veuve le Rouge maintenant, je vais la voir partout. » Cependant, une curiosité irraisonnée lui fit parcourir le journal. Il n'y trouva rien, à l'exception de ces quelques lignes qui put justifier et expliquer un évanouissement, un cri, même la plus légère émotion. C'est cependant singulier, cette coïncidence, pensa l'incorrigible policier. Alors seulement il remarqua que le journal était légèrement déchiré vers le bas et froissé par une main convulsive. Il répéta « C'est bizarre ». En ce moment, la porte du salon donnant dans la chambre à coucher de madame Gerdy s'ouvrit, et Noël parut sur le seuil. Sans doute, l'accident survenu à sa mère l'avait beaucoup ému. Il était très pâle, et sa physionomie si calme d'ordinaire accusait un grand trouble. Il parut surpris de voir le père Tabaret. « Ah, cher Noël !» s'écria le bonhomme. « Calmez mon inquiétude, comment va votre mère ?»« Madame Gerdy va aussi bien que possible. » « Madame Gerdy ?» répéta le bonhomme d'un air étonné. Mais il continua. « On voit bien que vous avez eu une frayeur horrible. »« En effet, » répondit l'avocat en s'asseyant, « je viens d'essuyer une rude secousse. » Noël faisait visiblement les plus grands efforts pour paraître calme, pour écouter le bonhomme et lui répondre. Le père Tabaret, tout à son inquiétude, ne s'en apercevait aucunement. « Au moins, mon cher enfant, demanda-t-il, dites-moi comment cela est arrivé. » Le jeune homme hésita un moment, comme s'il se fût consulté. N'étant sans doute pas préparé à cette question à brûle-pourpoint, il ne savait quelle réponse faire et délibérait intérieurement. Enfin, il répondit. « Madame Gerdy a été comme foudroyée en apprenant là, tout à coup, par le récit d'un journal, qu'une femme qu'elle aimait vient d'être assassinée. »« Bah !» s'écria le père Tabaret. Le bonhomme était à ce point stupéfait qu'il faillit se trahir, révéler ses accointances avec la police. Encore un peu, il s'écriait « Quoi ? Votre mère connaissait la veuve le Rouge ?» Par bonheur, il se contint. Il eut plus de peine à dissimuler sa satisfaction, car il était ravi de se trouver ainsi sans effort sur la trace du passé de la victime de la jonchère. « C'était, continua Noël, l'esclave de madame Gerdy. Elle lui était dévouée corps et âme. Elle se serait jetée au feu sur un signe de sa main. »« Alors vous, mon cher ami, vous connaissiez cette brave femme ?»« Je ne l'avais pas vue depuis bien longtemps, » répondit Noël, dont la voix semblait voilée par une profonde tristesse. « Mais je la connais, et beaucoup. Je dois même avouer que je l'aimais tendrement. Elle avait été ma nourrice. »« Elle ? Cette femme ?» balbutia le père Tabaret. Cette fois, il était comme pris d'un étourdissement. La veuve le Rouge, nourrice de Noël. Il jouait de bonne heure. La Providence, évidemment, le choisissait pour son instrument et le guidait par la main. Il allait donc obtenir tous les renseignements qu'une demi-heure avant, il désespérait presque de se procurer. Il restait, devant Noël, muet et interdit. Cependant, il comprit qu'à moins de se compromettre, il devait parler, dire quelque chose. « C'est un grand malheur, » murmura-t-il. « Pour madame Gerdy, je n'en sais rien, » répondit Noël d'un air sombre. « Mais pour moi, c'est un malheur immense. Je suis atteint en plein cœur par le coup qui a frappé cette pauvre femme. Cette mort, monsieur Tabaret, anéantit tous mes rêves d'avenir et renverse peut-être mes plus légitimes espérances. J'avais à me venger de cruels outrages. Cette mort brise mes armes entre mes mains et me réduit au désespoir de l'impuissance. Ah, je suis bien malheureux. »« Vous, malheureux ?» s'écria le père Tabaret, singulièrement touché de cette douleur de son cher Noël. « Au nom du ciel, que vous arrive-t-il ?»« Je souffre, » murmura l'avocat, « et bien cruellement. Non seulement l'injustice ne sera jamais réparée, je le crains, mais encore me voici livré sans défense au coup de la calomnie. On pourra dire de moi que j'ai été un artisan de fourberie, un intrigant ambitieux, sans pudeur et sans foi. » Le père Tabaret ne savait que penser. Entre l'honneur de Noël et le crime de la jonchère, il ne voyait nul trait d'union possible.
1000 idées troubles et confuses se heurtaient dans son cerveau. « Voyons, mon enfant, dit-il, remettez-vous. Est-ce que la calomnie prendrait jamais sur vous? Du courage, tonnerre! N'avez-vous pas des amis? Ne suis-je pas là? Ayez confiance, confiez-moi le sujet de votre chagrin, et c'est bien le diable si, à nous deux... » L'avocat se leva brusquement, enflammé d'une résolution soudaine. « Eh bien oui, interrompit-il, oui, vous saurez tout. Au fait, je suis là de porter seul un secret qui m'étouffe. Le rôle que je me suis imposé m'excède et m'indigne. J'ai besoin d'un ami qui me console. Il me faut un conseiller dont la voix m'encourage, car on est mauvais juge dans sa propre cause, et ce crime me plonge dans un abîme d'hésitation. Vous savez, répondit simplement le père Tabaret, que je suis tout à vous comme si vous étiez mon propre fils. Disposez de moi sans scrupule. Sachez donc, commença l'avocat. Mais non, pas ici. Je ne veux pas qu'on puisse écouter. Passons dans mon cabinet. Chapitre 4. Lorsque Noël et le père Tabaret furent assis en face l'un de l'autre dans la pièce où travaillait l'avocat, une fois la porte soigneusement fermée, le bonhomme eut une inquiétude. « Et si votre mère avait besoin de quelque chose ?» remarqua-t-il. « Si madame Gerdy sonne, » répondit le jeune homme d'un ton sec, « la domestique ira voir. » Cette indifférence, ce froid dédain confondait le père Tabaret, habitué aux rapports toujours si affectueux de la mère et du fils. « De grâce, Noël, dit-il, calmez-vous, ne vous laissez pas dominer par un mouvement d'irritation. Vous avez eu, je le vois, quelques petites piques avec votre mère. Vous l'aurez oublié demain. Quittez donc ce ton glacial que vous prenez en parlant d'elle. Pourquoi cette affectation à l'appeler madame Gerdy ? » « Pourquoi ?» répondit l'avocat d'une voix sourde. « Pourquoi ?» Il quitta son fauteuil, fit au hasard quelques pas dans son cabinet, et, revenant se placer près du bonhomme, il dit « Parce que, monsieur Tabaret, madame Gerdy n'est pas ma mère. » Cette phrase tomba comme un coup de bâton sur la tête du vieux policier. Il fut étourdi. « Oh !» fit-il de ce ton qu'on prend pour repousser une proposition impossible. « Oh ! Songez-vous à ce que vous dites, mon enfant. Est-ce croyable ? Est-ce vraisemblable ? » « Oui, c'est invraisemblable, » répondit Noël, avec une certaine emphase qui lui était habituelle. « C'est incroyable. Et cependant c'est vrai. C'est-à-dire que depuis 33 ans, depuis ma naissance, cette femme joue la plus merveilleuse et la plus indigne des comédies au profit de son fils, car elle a un fils, et à mon détriment, à moi. » « Mon ami, » voulut commencer le père Tabaret, qui, dans le lointain de cette révélation, entrevoyait le fantôme de la veuve Le Rouge. Mais Noël ne l'écoutait pas et semblait à peine en état de l'entendre. Ce garçon si froid et si réservé, si en dedans, ne contenait plus sa colère. Au bruit de ses propres paroles, il s'animait comme un bon cheval au son des grelots de ses harnais. « Fut-il jamais, continua-t-il, un homme aussi cruellement trompé que moi et plus misérablement pris pour dupe, et moi qui aimais cette femme, qui ne savais quel témoignage d'affection lui prodiguer, qui lui sacrifiais ma jeunesse, comme elle a dû rire de moi. Son infamie date du moment où, pour la première fois, elle m'a pris sur ses genoux. Et jusqu'à ces jours passés, elle a soutenu, sans une heure de défaillance, son exécrable rôle, son amour pour moi, hypocrisie, son dévouement, fausseté, ses caresses, mensonges, et je l'adorais. Ah, que ne puis-je lui reprendre tous les baisers que je lui donnais en échange de ces baisers de Judas? Et pourquoi cet héroïsme de fourberie? Tant de soins, tant de duplicité? Pour me trahir plus sûrement, pour me dépouiller, me voler, pour donner à son bâtard tout ce qui m'appartient, à moi. Mon nom, un grand nom, ma fortune, une fortune immense. Nous brûlons, pensait Tabaret, en qui se révélait le collaborateur de Gévrol. Tout haut, il dit « C'est bien grave, tout ce que vous dites là, cher Noël, c'est terriblement grave.
Il faut supposer à madame Gerdy une audace et une habileté qu'on trouve rarement réunies chez une femme. Elle a dû être aidée, conseillée, poussée, peut-être. Quels ont été ses complices? Elle ne pouvait agir seule. Son mari, lui-même. Son mari, interrompit l'avocat avec un rire amer. Ah, vous avez donné dans le veuvage, vous aussi. Non, il n'y avait pas de mari. Feu Gerdy n'a jamais existé. J'étais bâtard, cher monsieur Tabaret. Très bâtard. Noël, fils de la fille Gerdy et de père inconnu. Seigneur, s'écria le bonhomme, c'est pour cela que votre mariage avec mademoiselle Levernois n'a pu se faire il y a 4 ans? Oui, c'est pour cela, mon vieil ami, et que de malheur il évitait ce mariage avec une jeune fille que j'aimais. Pourtant, je n'en ai pas voulu, alors, à celle que j'appelais ma mère. Elle pleurait, elle s'accusait, elle se désolait, et moi, naïf, je la consolais de mon mieux, je séchais ses larmes, je l'excusais à ses propres yeux. Non, il n'y avait pas de mari. Est-ce que les femmes comme elle ont des maris? Elle était la maîtresse de mon père, et le jour où il a été rassasié d'elle, il l'a quittée en lui jetant 300 000 francs, le prix des plaisirs qu'elle lui donnait. Noël aurait continué longtemps, sans doute, ses déclarations furibondes. Le père Tabaret l'arrêta. Le bonhomme sentait venir une histoire de tout point semblable à celle qu'il avait imaginée, et l'impatience vaniteuse de savoir s'il avait deviné lui faisait presque oublier de s'apitoyer sur les infortunes de Noël. « Cher enfant, dit-il, ne nous égarons pas. Vous me demandez un conseil. Je suis peut-être le seul à pouvoir vous le donner bon. Allons donc au but. Comment avez-vous appris cela? Avez-vous des preuves? Où sont-elles? » Le ton décidé du bonhomme aurait dû éveiller l'attention de Noël, mais il n'y prit garde. Il n'avait pas le loisir de s'arrêter à réfléchir. Il répondit donc « Je sais cela depuis 3 semaines. Je dois cette découverte au hasard. J'ai des preuves morales importantes, mais ce ne sont que des preuves morales. Un mot de la veuve Le Rouge, un seul mot les rendait décisives. Ce mot, elle ne peut plus le prononcer puisqu'on l'a tuée. Mais elle me l'avait dit à moi. Maintenant, madame Gerdy niera tout, je la connais. La tête sur le billot, elle nierait. Mon père sans doute se tournera contre moi. Je suis sûre. J'ai des preuves. Ce crime rend vaine ma certitude et frappe mes preuves de nullité. Expliquez-moi bien tout, reprit après un moment de réflexion le père Tabaret. Tout, vous m'entendez bien? Les vieux sont quelquefois de bons conseils. Nous aviserons après. Il y a 3 semaines, commença Noël. Ayant besoin de quelques titres anciens, j'ouvris pour les chercher le secrétaire de madame Gerdy. Involontairement, je dérangeai une tablette. Des papiers tombèrent de droite et de gauche, et un paquet de lettres me sauta en plein visage. Un instinct machinal que je ne saurais expliquer me poussa à dénouer cette correspondance, et, poussé par une invincible curiosité, je lus la première lettre qui me tomba sous la main. « Vous avez eu tort, » opina le père Tabaret. « Soit. Enfin, je lus. Au bout de 10 lignes, j'étais sûr que cette correspondance était de mon père, dont madame Gerdy, malgré mes prières, m'avait toujours caché le nom. Vous devez comprendre quelle fut mon émotion. Je m'emparai du paquet, je vins me renfermer ici, et je dévorai d'un bout à l'autre cette correspondance. Et vous en êtes cruellement puni, mon pauvre enfant. C'est vrai, mais à ma place, qui donc eût résisté? Cette lecture m'a navré, et c'est elle qui m'a donné la preuve de ce que je viens de vous dire. Au moins, avez-vous conservé ces lettres? Je les ai là, monsieur Tabaret, répondit Noël. Et comme, pour me donner un avis en connaissance de cause, vous devez savoir, je vais vous les lire. L'avocat ouvrit un des tiroirs de son bureau, fit jouer dans le fond un ressort imperceptible, et d'une cachette pratiquée dans l'épaisseur de la tablette supérieure, il retira une liasse de lettres. « Vous comprenez, mon ami, reprit-il, que je vous ferai grâce de tous les détails insignifiants, détails qui, cependant, ajoutent leur poids au reste.
Je vais prendre seulement les faits importants et qui ont trait directement à l'affaire. Le père Tabaret se tassa dans un fauteuil, brûlant de la fièvre de l'attente. Son visage et ses yeux exprimaient la plus ardente attention. Après un triage qui dura assez longtemps, l'avocat choisit une lettre et commença sa lecture, d'une voix qu'il efforça de rendre calme, mais qui tremblait par moments. « Ma Valérie bien-aimée. »« Valérie, fit-il, c'est madame Gerdy. »« Je sais, ne vous interrompez pas. » Noël reprit donc. « Ma Valérie bien-aimée, aujourd'hui est un beau jour. Ce matin j'ai reçu ta lettre chérie, je l'ai couverte de baisers et je l'ai relue 100 fois et maintenant elle est allée rejoindre les autres, là, sur mon cœur. Cette lettre, ô mon ami, a failli me faire mourir de joie. Tu ne t'étais donc pas trompé, c'était donc vrai. Le ciel enfin propice couronne notre flamme. Nous aurons un fils. J'aurai un fils de ma Valérie adorée, sa vivante image. Oh, pourquoi sommes-nous séparés par une distance immense? Que n'ai-je des ailes pour voler à tes pieds et tomber entre tes bras, ivre de la plus douce volupté? Non, jamais comme en ce moment je n'ai maudit l'union fatale qui m'a été imposée par une famille inexorable et que mes larmes n'ont pu attendrir. Je ne puis m'empêcher de haïr cette femme qui, malgré moi, porte mon nom, innocente victime cependant de la barbarie de nos parents. Et pour comble de douleur, elle va aussi me rendre père. Qui dira ma douleur lorsque j'envisage l'avenir de ces 2 enfants? L'un, le fils de l'objet de ma tendresse, n'aura ni père ni famille, ni même un nom, puisqu'une loi faite pour désespérer les âmes sensibles m'empêche de le reconnaître. Tandis que l'autre, celui de l'épouse détestée, par le seul fait de sa naissance, se trouvera riche, noble, entouré d'affection et d'hommages, avec un grand état dans le monde. Je ne puis soutenir la pensée de cette terrible injustice. Qu'imaginer pour la réparer? Je n'en sais rien, mais sois sûr que je la réparerai. C'est au tant désiré, au plus chéri, au plus aimé que doit revenir la meilleure part. Et elle lui reviendra, je le veux. D'où est datée cette lettre? Demanda le père Tabaret, que le style devait fixer au moins sur un point. Voyez, répondit Noël. Il tendit la lettre au bonhomme qui lut Venise, décembre 1828. Vous sentez, reprit l'avocat, toute l'importance de cette première lettre. Elle est comme l'exposition rapide qui établit les faits. Mon père, marié malgré lui, adore sa maîtresse et déteste sa femme. Toutes 2 se trouvent enceintes en même temps. Et ses sentiments au sujet des 2 enfants qui vont naître ne sont pas fardés. Sur la fin, on voit presque poindre l'idée que plus tard, il ne craindrait pas de mettre à exécution, au mépris de toutes les lois divines et humaines. Il commençait presque une sorte de plaidoyer. Le père Tabaret l'interrompit. « Ce n'est pas la peine de développer, dit-il. Dieu merci, ce que vous lisez est assez explicite. Je ne suis pas un grec en pareille matière. Je suis simple, comme le serait un juré. Pourtant, je comprends admirablement. Je passe plusieurs lettres, reprit Noël, et j'arrive à celle-ci, du 23 janvier 1829. Elle est fort longue et pleine de choses complètement étrangères à ce qui nous occupe. Pourtant, j'y trouve 2 passages qui attestent le travail lent et continu de la pensée de mon père. Les destins, plus puissants que ma volonté, m'enchaînent en ce pays. Mais mon âme est près de toi, ô ma Valérie. Sans cesse ma pensée se repose sur le gage adoré de notre amour qui tressaille dans ton sein. Veille, mon ami, veille sur tes jours doublement précieux. C'est l'amant, c'est le père qui te parle. La dernière page de ta réponse me perce le cœur. N'est-ce pas me faire injure que de t'inquiéter du sort de notre enfant? Ô Dieu puissant! Elle m'aime, elle me connaît, et elle s'inquiète. Je saute, dit Noël. 2 pages de passion pour m'arrêter à ces quelques lignes de la fin. La grossesse de la comtesse est de plus en plus pénible. Épouse infortunée.
Je la hais, et cependant je la plains. Elle semble deviner les motifs de ma tristesse et de ma froideur. À sa soumission timide, à son inaltérable douceur, on croirait qu'elle cherche à se faire pardonner notre union. Créature sacrifiée. Elle aussi, peut-être, avant d'être traînée à l'autel, avait donné son cœur. Nos destinées seraient pareilles. Ton bon cœur me pardonnera ma pitié. Celle-là était ma mère, fit l'avocat d'une voix frémissante. Une sainte. Et on demande pardon de la pitié qu'elle inspire ? Pauvre femme ! Il passa sa main sur ses yeux, comme pour repousser ses larmes, et ajouta : Elle est morte. En dépit de son impatience, le père Tabaret n'osa souffler mot. Il ressentait d'ailleurs vivement la profonde douleur de son jeune ami, et la respectait. Après un assez long silence, Noël releva la tête et reprit la correspondance. Toutes les lettres qui suivent, dit-il, portent la trace des préoccupations de mon père pour son bâtard. Je les laisse pourtant de côté. Mais voici ce qui me frappe dans celle-ci, écrite de Rome le 5 mars 1829. Mon fils, notre fils, voilà mon plus cruel et mon unique souci. Comment lui assurer l'avenir que je rêve pour lui ? Les grands seigneurs d'autrefois n'avaient pas ces malheureuses préoccupations. Jadis, je serais allé trouver le roi qui d'un mot aurait fait à l'enfant un état dans le monde. Aujourd'hui, le roi, qui gouverne avec peine des sujets révoltés, ne peut plus rien. La noblesse a perdu ses droits, et les plus gens de bien sont traités comme les derniers des manants. Plus bas, maintenant, je vois. Mon cœur aime à se figurer ce que sera notre fils. De sa mère, il aura l'âme, l'esprit, la beauté, les grâces, toutes les séductions. Il tiendra de son père la fierté, la vaillance, les sentiments des grandes races. Que sera l'autre ? Je tremble en y songeant. La haine ne peut engendrer que des monstres. Dieu réserve la force et la beauté pour les enfants conçus au milieu des transports de l'amour. Le monstre, c'est moi, fit l'avocat avec une sorte de rage concentrée. Tandis que l'autre, mais laissons là, n'est-ce pas ? C'est préliminaire d'une action atroce. Je n'ai voulu jusqu'ici que vous montrer l'aberration de la passion de mon père. Nous arrivons au but. Le père Tabaret s'étonnait des ardeurs de cet amour dont Noël remuait les cendres. Peut-être le sentait-il plus vivement sous ces expressions qui lui rappelaient sa jeunesse. Il comprenait combien doit être irrésistible l'entraînement d'une telle passion. Il tremblait de deviner. « Voici, reprit Noël en agitant un papier, non plus une de ces épîtres interminables dont je vous ai détaché de courts fragments, mais un simple billet. Il est du commencement de mai et porte le timbre de Venise. Il est laconique et néanmoins décisif. Chère Valérie, fixe-moi, je te prie, aussi exactement que possible, sur l'époque probable de ta délivrance. J'attends ta réponse avec une anxiété que tu comprendrais si tu pouvais deviner mes projets au sujet de notre enfant. Je ne sais, reprit Noël, si madame Gerdy comprit. Toujours est-il qu'elle dut répondre immédiatement, car voici ce qu'écrit mon père à la date du 14. Ta réponse, ô ma chérie, est telle qu'à peine je l'osais espérer. Le projet que j'ai conçu est maintenant réalisable. Je commence à goûter un peu de calme et de sécurité. Notre fils portera mon nom. Je ne serai pas obligée de me séparer de lui. Il sera élevé près de moi, dans mon autel, sous mes yeux, sur mes genoux, dans mes bras. Aurais-je assez de force pour ne pas succomber à cet excès de félicité ? J'ai une âme pour la douleur, en aurais-je une pour la joie ? Ô femme adorée, ô enfant précieux, ne craignez rien. Mon cœur est assez vaste pour vous deux. Je pars demain pour Naples, d'où je t'écrirai longuement. Quoi qu'il arrive, dussé-je sacrifier les intérêts puissants qui me sont confiés, je serai à Paris pour l'heure solennelle. Ma présence doublera ton courage. La puissance de mon amour diminuera tes douleurs. Je vous demande pardon de vous interrompre, Noël, dit le père Tabaret. Savez-vous quel grave motif retenait votre père à l'étranger ? Mon père, mon vieil ami, répondit l'avocat, était en dépit de son âge un des amis, un des confidents de Charles X, et il avait été chargé par lui d'une mission secrète en Italie. Mon père est le comte Rétaux de Commarin.
Peste, fit le bonhomme. Et entre ses dents, comme pour mieux graver ce nom dans sa mémoire, il répéta plusieurs fois « Rétaux de Comarin ». Noël se taisait. Après avoir paru tout faire pour dominer son ressentiment, il semblait accablé, comme s'il eût pris la détermination de ne rien tenter pour réparer le coup qui l'atteignait. Au milieu du mois de mai, continua-t-il, mon père était donc à Naples. C'est là que lui, un homme prudent, sensé, un digne diplomate, un gentilhomme, il ose, dans l'égarement d'une passion insensée, confier au papier le plus monstrueux des projets. Écoutez bien. Mon adoré, c'est Germain, mon vieux valet de chambre, qui te remettra cette lettre. Je le dépêche en Normandie, chargé de la plus délicate des commissions. C'est un de ces serviteurs auxquels on peut se fier absolument. Le moment est venu de te dévoiler mes projets touchant mon fils. Dans 3 semaines au plus tard, je serai à Paris. Si mes prévisions ne sont pas déçues, la comtesse et toi devez accoucher en même temps. 3 ou 4 jours d'intervalle ne peuvent rien changer à mon dessein. Voici ce que j'ai résolu. Mes 2 enfants sont confiés à 2 nourrices de N, où sont situées presque toutes mes propriétés. Une de ces femmes, dont Germain répond, et vers laquelle je l'envoie, sera dans nos intérêts. C'est à cette confidente que sera transmis notre fils, Valérie. Ces 2 femmes quitteront Paris le même jour, Germain accompagnant celle qui sera chargée du fils de la comtesse. Un accident, arrangé à l'avance, forcera ces 2 femmes à passer une nuit en route. Un hasard combiné par Germain les contraindra de coucher dans la même auberge, dans la même chambre. Pendant la nuit, notre nourrice à nous changera les enfants de berceau. J'ai tout prévu, ainsi que je te l'expliquerai, et toutes les précautions sont prises pour que ce secret ne puisse nous échapper. Germain est chargé, à son passage à Paris, de commander 2 layettes exactement, absolument semblables. Aide-le de tes conseils. Ton cœur maternel, ma douce Valérie, va peut-être saigner à l'idée d'être privé des innocentes caresses de ton enfant. Tu te consoleras en songeant au sort que lui assurera ton sacrifice. Quel prodige de tendresse lui pourrait servir autant que cette réparation. Quant à l'autre, je connais ton âme tendre, tu le chériras. Ne sera-ce pas m'aimer encore et me le prouver? D'ailleurs, il ne saurait être à plaindre. Ne sachant rien, il n'aura rien à regretter. Et tout ce que la fortune peut procurer ici-bas, il l'aura. Ne me dis pas que ce que je veux tenter est coupable. Non, ma bien-aimée, non. Pour que notre plan réussisse, il faut un tel concours de circonstances si difficiles à accéder, tant de coïncidences indépendantes de notre volonté, que, sans la protection évidente de la Providence, nous devons échouer. Si donc le succès couronne nos vœux, c'est que le ciel sera pour nous. J'espère. Voilà ce que j'attendais, murmura le père Tabaret. Et le malheureux, s'écria Noël, ose invoquer la Providence? Il lui faut Dieu pour complice. Mais, demanda le bonhomme, comment votre mère, pardon, je veux dire, comment madame Gerdy prit-elle cette proposition? Elle paraît l'avoir repoussée d'abord, car voici une 20aine de pages employées par le comte à la persuader, à la décider. Oh, cette femme! Voyons, mon enfant, dit doucement le père Tabaret, essayons de n'être pas trop injustes. Vous semblez ne vous en prendre, n'en vouloir qu'à madame Gerdy, de bonne foi. Le comte, bien plus qu'elle, me paraît mériter votre colère. Oui, interrompit Noël, avec une certaine violence. Oui, le comte est coupable, très coupable. Il est l'auteur de la machination infâme, et pourtant, je ne me sens pas de haine contre lui. Il a commis un crime, mais il a une excuse, la passion. Mon père, d'ailleurs, ne m'a pas trompé, comme cette misérable femme, à toutes les minutes, pendant 30 ans. Enfin, monsieur de Comarin a été si cruellement puni qu'à cette heure, je ne puis que lui pardonner et le plaindre. Ah, il a été puni? Interrogea le bonhomme. Oui, affreusement, vous le reconnaîtrez. Mais laissez-moi poursuivre. Vers la fin du mois de mai, vers les premiers jours de juin plutôt, le comte dut arriver à Paris, car la correspondance cesse.
Il revit madame Gerdy et les dernières dispositions du complot furent arrêtées. Voici un billet qui enlève à cet égard toute incertitude. Le comte, ce jour-là, était de service aux Tuileries et ne pouvait quitter son poste. Il a écrit dans le cabinet même du roi, sur du papier du roi. Voyez les armes. Le marché est conclu et la femme qui consent à être l'instrument des projets de mon père est à Paris. Il prévient sa maîtresse. Chère Valérie, Germain m'annonce l'arrivée de la nourrice de ton fils, de notre fils. Elle se présentera chez toi dans la journée. On peut compter sur elle. Une magnifique récompense nous répond de sa discrétion. Cependant, ne lui parle de rien. On lui a donné à entendre que tu ignores tout. Je veux rester seule, chargée de la responsabilité des faits, c'est plus prudent. Cette femme est de N. Elle est née sur nos terres et, en quelque sorte, dans notre maison. Son mari est un brave et honnête marin. Elle s'appelle Claudine Le Rouge. Du courage, homme à bien-aimé. Je te demande le plus grand sacrifice qu'un amant puisse attendre d'une mère. Le ciel, tu n'en doutes plus, nous protège. Tout dépend désormais de notre habileté et de notre prudence, c'est-à-dire que nous réussirons. Sur un point, au moins, le père Tabaret se trouvait suffisamment éclairé. Les recherches sur le passé de la veuve Le Rouge devenaient un jeu. Il ne put retenir un « enfin » de satisfaction qui échappa à Noël. « Ce billet, » reprit l'avocat, « clôt la correspondance du comte. »« Quoi ?» répondit le bonhomme. « Vous ne possédez plus rien ?»« J'ai encore 10 lignes, écrites bien des années plus tard, et qui certes ont leur poids, mais qui enfin ne sont toujours qu'une preuve morale. »« Quel malheur !» murmura le père Tabaret. Noël replaça sur son bureau les lettres qu'il tenait à la main, et, se retournant vers son vieil ami, il le regarda fixement. « Supposez, prononça-t-il lentement et en appuyant sur chaque syllabe, supposez que tous mes renseignements s'arrêtent ici. Admettez pour un moment que je ne sais rien de plus que ce que vous savez. Quel est votre avis ?» Le père Tabaret fut quelques minutes sans répondre. Il évaluait les probabilités résultant des lettres de M. de Comarin. « Pour moi, dit-il enfin, en mon âme et conscience, vous n'êtes pas le fils de madame Gerdy. »« Et vous avez raison, reprit l'avocat avec force. Vous pensez bien, n'est-ce pas, que je suis allé trouver Claudine. Elle m'aimait, cette pauvre femme qui m'avait donné son lait. Elle souffrait de l'injustice horrible dont elle me savait victime. Faut-il le dire, l'idée de sa complicité la tourmentait. C'était un remords trop lourd pour sa vieillesse. Je l'ai vue, je l'ai interrogée, elle a tout avoué. Le plan du comte, simplement et merveilleusement conçu, réussit sans effort. 3 jours après ma naissance, tout était consommé. J'étais, moi, pauvre et chétif enfant, trahi, dépossédé, dépouillé par mon protecteur naturel, par mon père. Pauvre Claudine. Elle m'avait promis son témoignage pour le jour où je voudrais rentrer dans mes droits. « Et elle est morte emportant son secret, » murmura le bonhomme d'un ton de regret. « Peut-être, » répondit Noël. « J'ai encore un espoir. Claudine possédait plusieurs lettres qui lui avaient été écrites autrefois, soit par le comte, soit par madame Gerdy, lettres imprudentes et explicites. On les retrouvera, sans doute, et leur production serait décisive. Je les ai tenues entre mes mains, ces lettres, je les ai lues. Claudine voulait absolument me les confier. Que ne les ai-je prises ? Non, il n'y avait plus d'espoir de ce côté, et le père Tabaret le savait mieux que personne. C'est à ces lettres, sans doute, qu'en voulait l'assassin de la jonchère. Il les avait trouvées et les avait brûlées avec les autres papiers, dans le petit poêle. Le vieil agent volontaire commençait à comprendre. « Avec tout cela, dit-il, d'après ce que je sais de vos affaires, que je connais comme les miennes, il me semble que le comte n'a guère tenu les éblouissantes promesses de fortune qu'il faisait pour vous à madame Gerdy. Il ne les a même pas tenues du tout, mon vieil ami. »« Ça, par exemple, s'écria le bonhomme indigné, c'est plus infâme encore que tout le reste. »« N'accusez pas mon père, répondit gravement Noël. Sa liaison avec madame Gerdy dura longtemps encore.
Je me souviens d'un homme aux manières hautaines qui parfois venait me voir au collège et qui ne pouvait être que le comte. Mais la rupture vint. « Naturellement, ricana le père Tabaret. Un grand seigneur. »« Attendez, pour juger, interrompit l'avocat. Monsieur de Comarin eut ses raisons. Sa maîtresse le trompait. Il le sut et rompit justement indigné. Les 10 lignes dont je vous parlais sont celles qu'il écrivit alors. » Noël chercha assez longtemps parmi les papiers épars sur la table et enfin choisit une lettre plus fanée et plus froissée que les autres. À l'usure des plis, on devinait qu'elle avait été lue et relue bien des fois. Les caractères mêmes étaient en partie effacés. « Voici, dit-il d'un ton amer. Madame Gerdy n'est plus la Valérie adorée. Un ami cruel, comme les vrais amis, m'a ouvert les yeux. J'ai douté. Vous avez été surveillée, et aujourd'hui, malheureusement, je n'ai plus de doute. Vous, Valérie. Vous à qui j'ai donné plus que ma vie. Vous me trompez, et vous me trompez depuis bien longtemps. Malheureuse. Je ne suis plus certain d'être le père de votre enfant. » « Mais ce billet est une preuve, » s'écria le père Tabaret. « Une preuve irrécusable. Qu'importerait au comte le doute ou la certitude de sa paternité s'il n'avait sacrifié son fils légitime à son bâtard. Oui, vous me l'aviez dit, il a subi un rude châtiment. » Madame Gerdy, reprit Noël, essaya de se justifier. Elle écrivit au comte. Il lui renvoya ses lettres sans les ouvrir. Elle voulut le voir, elle ne put parvenir jusqu'à lui. Puis elle se lassa de ses tentatives inutiles. Elle comprit que tout était bien fini le jour où l'intendant du comte lui apporta pour moi un titre de rente de 15 000 francs. Le fils avait pris ma place. La mère me ruinait. 3 ou 4 coups légers frappés à la porte du cabinet interrompirent Noël. « Qui est là ?» demanda-t-il sans se déranger. « Monsieur, dit à travers la porte la voix de la domestique. Madame voudrait vous parler. » L'avocat parut hésiter. « Allez, mon enfant, conseilla le père Tabaret, ne soyez pas impitoyable. Il n'y a que les dévots qui aient ce droit-là. » Noël se leva avec une visible répugnance et passa chez madame Gerdy. « Pauvre garçon, pensait le père Tabaret resté seul. Quelle découverte fatale, et comme il doit souffrir. Un si noble jeune homme, un si brave cœur. Dans son honnêteté candide, il ne soupçonne même pas d'où part le coup. Par bonheur, j'ai de la clairvoyance pour 2, et c'est au moment où il désespère que je suis sûre, moi, de lui faire rendre justice. Grâce à lui, me voici sur la voie. Un enfant devinerait la main qui a frappé. Seulement, comment cela est-il arrivé? Il va me l'apprendre sans s'en douter. Ah, si j'avais une de ses lettres pour 24 heures, c'est qu'il doit savoir son compte. D'un autre côté, en demander une, avouer mes relations avec la préfecture, mieux vaut en prendre une, n'importe laquelle, uniquement pour comparer l'écriture. Le père Tabaret achevait à peine de faire disparaître une de ses lettres dans les profondeurs de sa poche lorsque l'avocat reparut. C'était un de ces hommes au caractère fortement trempé, dont les ressorts plient sans rompre jamais. Il était fort, s'étant depuis longtemps exercé à la dissimulation, cette indispensable armure des ambitieux. Rien, lorsqu'il revint, ne pouvait trahir ce qui s'était passé entre madame Gerdy et lui. Il était froid et calme absolument, comme pendant ses consultations, lorsqu'il écoutait les interminables histoires de ses clients. « Eh bien, demanda le père Tabaret, comment va-t-elle ? » « Plus mal, répondit Noël. Maintenant, elle a le délire et ne sait ce qu'elle dit. Elle vient de m'accabler des injures les plus atroces et de me traiter comme le dernier des hommes. Je crois positivement qu'elle devient folle. »« On le deviendrait à moins, murmura le bonhomme, et je pense que vous devriez faire appeler le médecin. Je viens de l'envoyer chercher. » L'avocat s'était assis devant son bureau et remettait en ordre, suivant leur date, les lettres éparpillées. Il ne semblait plus se souvenir de l'avis demandé à son vieil ami. Il ne paraissait nullement disposé à renouer l'entretien interrompu. Ce n'était pas l'affaire du père Tabaret. « Plus je songe à votre histoire, mon cher Noël, commença-t-il, plus elle me surprend. Je ne sais, en vérité, quel parti je prendrais, ni à quoi je me résoudrais à votre place. »« Oui, mon ami, murmura tristement l'avocat,
Il y a là de quoi confondre des expériences plus profondes encore que la vôtre. » Le vieux policier réprima difficilement le fin sourire qui lui montait aux lèvres. « Je le confesse humblement, dit-il, prenant plaisir à charger son air de niaiserie. Mais vous, qu'avez-vous fait ? Votre premier mouvement a dû être de demander une explication à madame Gerdy. » Noël eut un tressaillement que ne remarqua pas le père Tabaret, tout préoccupé du tour qu'il voulait donner à la conversation. « C'est par là, répondit-il, que j'ai commencé. Et que vous a-t-elle dit ? Que pouvait-elle dire ? N'était-elle pas accablée d'avance ? Quoi ? Elle n'a pas essayé de se disculper ? Si, elle a tenté l'impossible. Elle a prétendu m'expliquer cette correspondance. Elle m'a dit... Et sais-je ce qu'elle m'a dit ? Des mensonges, des absurdités, des infamies. L'avocat avait achevé de ramasser les lettres, sans s'apercevoir du vol. Il les lia soigneusement et les replaça dans le tiroir secret de son bureau. Oui, continua-t-il en se levant et en arpentant son bureau comme si le mouvement eût pu calmer sa colère. Oui, elle a entrepris de me donner le change. Comme c'était aisé, avec les preuves que je tiens. C'est qu'elle adore son fils, et à l'idée qu'il pouvait être forcé de me restituer ce qu'il m'a volé, son cœur se brisait. Et moi, imbécile, sot, lâche, qui dans le premier moment avait presque envie de ne lui parler de rien, je me disais « Il faut pardonner, elle m'a aimé après tout. » Aimé ? Non. Elle me verrait souffrir les plus horribles tortures sans verser une larme, pour empêcher un seul cheveu de tomber de la tête de son fils. « Elle a probablement averti le comte, » objecta le père Tabaret, poursuivant son idée. « C'est possible. Sa démarche, en ce cas, aura été inutile. Le comte est absent de Paris depuis plus d'1 mois et on ne l'attend guère qu'à la fin de la semaine. »« Comment savez-vous cela ? » ?»« J'ai voulu voir le comte, mon père, lui parler. »« Vous ? » ?»« Moi. Pensez-vous donc que je ne réclamerai pas ? Vous imaginez-vous que, volé, dépouillé, trahi, je n'élèverai pas la voix ? Quelle considération m'engagerait donc à me taire ? Qui ai-je à ménager ? J'ai des droits, je les ferai valoir. Que trouvez-vous à cela de surprenant ? Rien, certainement, mon ami. Ainsi donc, vous êtes allé chez monsieur de Comarin ? Oh, je ne m'y suis pas résolu immédiatement, continua Noël. Ma découverte m'avait fait presque perdre la tête. J'avais besoin de réfléchir. 1000 sentiments divers et opposés m'agitaient. Je voulais et je ne voulais pas. La fureur m'aveuglait et je manquais de courage. J'étais indécis, flottant, égaré. Le bruit que peut causer cette affaire m'épouvantait. Je désire mon nom, cela est certain. Mais, à la veille de le reprendre, je ne voudrais pas le salir. Je cherchais un moyen de tout concilier à bas bruit, sans scandale. Enfin, vous vous êtes décidé. Oui, après 15 jours d'angoisse. Ah, que j'ai souffert tout ce temps. J'avais abandonné toutes mes affaires, rompu avec le travail. Le jour, par des courses insensées, je cherchais à briser mon corps, espérant arriver au sommeil par la fatigue. Efforts inutiles. Depuis que j'ai trouvé ces lettres, je n'ai pas dormi 1 heure. De temps à autre, le père Tabaret tirait sournoisement sa montre. Monsieur le juge d'instruction sera couché, pensait-il. Enfin, un matin, continua Noël, après une nuit de rage, je me dis qu'il fallait en finir. J'étais dans l'état désespéré de ces joueurs qui, après des pertes successives, jettent sur le tapis ce qui leur reste pour le risquer d'un coup. Je pris mon cœur à 2 mains. J'envoyai chercher une voiture et je me fis conduire à l'hôtel Comarin. Le vieux policier laissa échapper un soupir de satisfaction. C'est un des plus magnifiques hôtels du faubourg Saint-Germain, mon vieil ami. Une demeure princière, digne d'un grand seigneur 20 fois millionnaire, presque un palais. On entre d'abord dans une vaste cour. À droite et à gauche sont les écuries où piaffent 20 chevaux de prix, les remises et les communs. Au fond s'élève la façade de l'hôtel, majestueux et sévère avec ses fenêtres immenses et son double perron de marbre. Derrière s'étend un grand jardin, je devrais dire un parc, ombragé par les plus vieux arbres peut-être qui soient à Paris.
Cette description enthousiaste contrariait vivement le père Tabaret. Mais qu'y faire? Comment presser Noël? Un mot indiscret pouvait éveiller ses soupçons, lui révéler qu'il parlait non à un ami, mais au collaborateur de Gévrol. « On vous a donc fait visiter l'hôtel ?» demanda-t-il. « Non, je l'ai visité moi-même. Depuis que je me sais le seul héritier des Rétaux de Commarin, je me suis enquis de ma nouvelle famille. J'ai étudié son histoire à la bibliothèque. C'est une noble histoire. Le soir, la tête en feu, j'allais rôder autour de la demeure de mes pères. Ah, vous ne pouvez comprendre mes émotions. C'est là, me disais-je, que je suis né. Là, j'aurais dû être élevé, grandir. Là, je devrais régner aujourd'hui. Je dévorais ces amertumes inouïes dont meurent les bannis. Je comparais à ma vie triste et besogneuse les grandes destinées du bâtard, et il me montait à la tête des bouffées de colère. Il me prenait des envies folles de forcer les portes, de me précipiter dans le grand salon pour en chasser l'intrus, le fils de la fille Gerdy. « Hors d'ici, bâtard! Hors d'ici, je suis le maître !» La certitude de rentrer dans mes droits dès que je le voudrais me retenait seule. Oui, je la connais, cette habitation de mes ancêtres. J'aime ces vieilles sculptures, ces grands arbres, les pavés même de l'Harcourt foulés par les pas de ma mère. J'aime tout, jusqu'aux armes étalées au-dessus de la grande porte, fiers défis jetés aux idées stupides de notre époque de niveleurs. Cette dernière phrase sortait si formellement des idées habituelles de l'avocat que le père Tabaret détourna un peu la tête pour cacher son sourire narquois. « Pauvre humanité, pensait-il, le voici déjà grand seigneur. » Quand j'arrivai, reprit Noël, le Suisse en grande livrée était sur la porte. Je demandai monsieur le comte de Commarin. Le Suisse me répondit que monsieur le comte voyageait, mais que monsieur le vicomte était chez lui. Cela contrariait mes desseins. Cependant, j'étais lancé. J'insistais pour parler au fils à défaut du père. Le Suisse me toisa un bon moment. Il venait de me voir descendre d'une voiture de remise, il prenait ma mesure. Il se consultait avant de décider si je n'étais pas un trop mince personnage pour aspirer à l'honneur de comparaître devant monsieur le vicomte. « Cependant, vous avez pu lui parler ?»« Comment cela, sur le champ ?» répondit l'avocat d'un ton de raillerie amère. « Y pensez-vous, cher monsieur Tabaret ?» L'examen pourtant me fut favorable. Ma cravate blanche et mon costume noir produisirent leur effet. Le Suisse me confia à un chasseur emplumé qui me fit traverser la cour et m'introduisit dans un superbe vestibule où bâillaient sur des banquettes 3 ou 4 valets de pied. Un de ces messieurs me pria de le suivre. Il me fit gravir un splendide escalier qu'on pourrait monter en voiture, me précéda dans une longue galerie de tableaux, me guida à travers de vastes appartements silencieux dont les meubles se fanaient sous des housses, et finalement me remit aux mains du valet de chambre de monsieur Albert. C'est le nom que porte le fils de madame Gerdy, c'est-à-dire mon nom à moi. J'entends. J'avais passé un examen. Il me fallut subir un interrogatoire. Le valet de chambre désirait savoir qui j'étais, d'où je venais, ce que je faisais, ce que je voulais et le reste. Je répondis simplement que, absolument inconnu du vicomte, j'avais besoin de l'entretenir 5 minutes pour une affaire urgente. Il sortit, m'invitant à m'asseoir et attendre. J'attendais depuis plus d'un quart d'heure quand il reparut. Son maître daignait consentir à me recevoir. Il était aisé de comprendre que cette réception était restée sur le cœur de l'avocat et qu'il la considérait comme un affront. Il ne pardonnait pas à Albert, ses laquais et son valet de chambre. Il oubliait la mort du duc illustre qui disait « Je paye mes valets pour être insolents afin de m'épargner le ridicule et l'ennui de l'être. » Le père Tabaret fut surpris de l'amertume de son jeune ami à propos de détails si vulgaires. « Quelle petitesse !» pensait-il. Et chez un homme d'un génie supérieur. Est-il donc vrai que c'est dans l'arrogance de la valetaille qu'il faut chercher le secret de la haine du peuple pour des aristocraties aimables et polies ? On me fit entrer, continua Noël, dans un petit salon simplement meublé, et qui n'avait pour ornement que des armes. Il y en a le long des murs, de tous les temps et de tous les pays. Jamais je n'ai vu dans un si petit espace tant de fusils, de pistolets, d'épées,
de sabres et de fleurets. On se serait cru dans l'arsenal d'un maître d'escrime. L'arme de l'assassin de la veuve Le Rouge revenait ainsi naturellement à la mémoire du vieux policier. « Le vicomte, dit Noël, ralentissant son débit, était à demi couché sur un divan lorsque j'entrai. Il était vêtu d'une jaquette de velours et d'un pantalon de chambre pareil, et avait autour du cou un immense foulard de soie blanche. Je ne lui en veux aucunement, à ce jeune homme. Il ne m'a jamais fait sciemment le moindre mal. Il ignorait le crime de notre père. Je puis donc lui rendre justice. Il est bien, il a grand air et porte noblement le nom qui ne lui appartient pas. Il est de ma taille, brun comme moi, et me ressemblerait peut-être s'il ne portait toute sa barbe. Seulement, il a l'air plus jeune que moi de 5 ou 6 ans. Cette apparence de jeunesse s'explique. Il n'a ni travaillé, ni lutté, ni souffert. Il est de ces heureux arrivés avant de partir, qui traversent la vie sur les coussins moelleux de leur équipage sans ressentir le plus léger chaos. En me voyant, il se leva et me salua gracieusement. « Vous deviez être fameusement ému, demanda le bonhomme. « Un peu moins que je le suis en ce moment. 15 jours d'angoisse préparatoire usent bien des émotions. J'allais tout d'abord au-devant de la question que je lus sur ses lèvres. « Monsieur, lui dis-je, vous ne me connaissez aucunement, mais ma personnalité est la moindre des choses. Je viens à vous chargé d'une mission bien triste et bien grave, et qui intéresse l'honneur du nom que vous portez. » Sans doute, il ne me crut pas, car c'est d'un ton qui frisait l'impertinence qu'il me répondit « Sera-ce long ?» Je dis simplement « Oui. » « Je vous en prie, insista le père Tabaret, devenu très attentif. N'omettez pas un détail. C'est très important, vous comprenez ? Le vicomte, continua Noël, parut vivement contrarié. C'est que, m'objecta-t-il, j'avais disposé de mon temps. C'est à cette heure que je suis admis près de la jeune fille que je dois épouser, mademoiselle d'Arlange. Ne pourrions-nous remettre cet entretien ? Bon, autre femme, se dit le bonhomme. Je répondis au vicomte que notre explication ne souffrait aucun retard, et comme je le voyais en disposition de m'envoyer promener, je sortis de ma poche la correspondance du comte, et je lui présentai une des lettres. En reconnaissant l'écriture de son père, il s'humanisa. Il me déclara qu'il allait être à moi, me demandant la permission de faire prévenir là où il était attendu. Il écrivit un mot à la hâte et le remit à son valet de chambre en lui ordonnant de le faire porter tout de suite chez madame la marquise d'Arlange. Il me fit alors passer dans une pièce voisine, sa bibliothèque. « Un mot seulement, » interrompit le bonhomme. « S'était-il troublé en voyant les lettres ?»« Pas le moins du monde. Après avoir fermé soigneusement la porte, il me montra un fauteuil, s'assit lui-même et me dit « Maintenant, monsieur, expliquez-vous. » J'avais eu le temps de me préparer à cette entrevue dans l'antichambre. J'étais décidé à frapper immédiatement un grand coup. « Monsieur, lui dis-je, ma mission est pénible. Je vais vous révéler des faits incroyables. De grâce, ne me répondez rien avant d'avoir pris connaissance des lettres que voici. Je vous conjure aussi de ne vous point laisser aller à des violences qui seraient inutiles. » Il me regarda d'un air extrêmement surpris et répondit « Parlez, je puis tout entendre. » Je me levai. « Monsieur, lui dis-je, apprenez que vous n'êtes pas le fils légitime de monsieur de Comarin. Cette correspondance vous le prouvera. L'enfant légitime existe, et c'est lui qui m'envoie. » J'avais les yeux sur les siens en parlant, et j'y vis passer un éclair de fureur. Je crus un instant qu'il allait me sauter à la gorge. Il se remit vite. « Ces lettres, fit-il d'une voix brève. Je les lui remis. « Comment ?» s'écria le père Tabaret. « Ces lettres-là ? Les vraies ? Imprudent ! Pourquoi ? Et s'il les avait ? Que sais-je, moi ? » L'avocat appuya sa main sur l'épaule de son vieil ami. « J'étais là, répondit-il d'une voix sourde, et il n'y avait, je vous le promets, aucun danger. » La physionomie de Noël prit une telle expression de férocité que le bonhomme eut presque peur et se recula instinctivement.
Il l'aurait tué, pensa-t-il. L'avocat reprit son récit. « Ce que j'ai fait pour vous ce soir, mon ami, je le fis pour le vicomte Albert. Je lui évitai la lecture, au moins immédiate, de ces 156 lettres. Je lui dis de ne s'arrêter qu'à celles qui étaient marquées d'une croix et de s'attacher spécialement aux passages soulignés au crayon rouge. C'était abréger le supplice. » Il était assis, continua Noël, devant un petit guéridon trop fragile pour qu'on puisse appuyer dessus. Et j'étais, moi, resté debout, adossé à la cheminée, où il y avait du feu. Je suivais ses moindres mouvements et j'épiais son visage. Non, de ma vie, je n'ai vu un spectacle pareil, et je ne l'oublierai pas quand je vivrai 1000 ans. En moins de 5 minutes, sa physionomie changea à ce point que son valet de chambre ne l'eût pas reconnu. Il avait saisi son mouchoir de poche, et de temps à autre, machinalement, il le portait à sa bouche. Il pâlissait à vue d'œil, et ses lèvres blêmissaient jusqu'à paraître aussi blanches que son mouchoir. De grosses gouttes de sueur perlaient sur son front, et ses yeux devenaient troubles comme s'il notait les yeux recouverts. D'ailleurs, pas une exclamation, pas une parole, pas un soupir, pas un geste, rien. À un moment, il me fit tellement pitié que je faillis lui arracher les lettres des mains, les lancer dans le feu et le prendre dans mes bras en lui criant « Va, tu es mon frère, oublions tout, restons chacun à notre place, aimons-nous. » Le père Tabaret prit la main de Noël et la serra. « Va, dit-il, je reconnais là mon généreux enfant. » Si je ne l'ai pas fait, mon ami, c'est que je me suis dit « Les lettres brûlées, me reconnaîtra-t-il encore pour son frère ?» C'est juste. Au bout d'une demi-heure environ, la lecture fut terminée. Le vicomte se leva et se plaça debout, bien en face de moi. « Vous avez raison, monsieur, me dit-il. Si ces lettres sont bien de mon père, comme je le crois, tout tend à prouver que je ne suis pas le fils de la comtesse de Commarin. » Je ne répondis pas. « Cependant, reprit-il, ce ne sont là que des présomptions. Possédez-vous d'autres preuves ? » Je m'attendais, certes, à bien d'autres objections. « Germain, dis-je, pourrait parler. » Il m'apprit que Germain était mort depuis plusieurs années. Alors je lui parlais de la nourrice, de la veuve Le Rouge. Je lui expliquais combien elle serait facile à trouver et à interroger. J'ajoutais qu'elle demeurait à la Jonchère. « Et que dit-il ? » « Noël, à cette ouverture ? » demanda avec empressement le père Tabaret. Il garda le silence d'abord et parut réfléchir. Puis, tout à coup, il se frappa le front en disant « J'y suis, je la connais. J'ai accompagné mon père chez elle 3 fois, et devant moi, il lui a remis une somme assez forte. » Je lui fis remarquer que c'était encore une preuve. Il ne répliqua pas et se mit à arpenter la bibliothèque. Enfin, il revint à moi. « Monsieur, me dit-il, vous connaissez le fils légitime de monsieur de Commarin ? » Je répondis « C'est moi. » Il baissa la tête et murmura « Je m'en doutais. » Il me prit la main et ajouta « Mon frère, je ne vous en veux pas. » « Il me semble, fit le père Tabaret, qu'il pouvait vous laisser le soin de dire cela, et avec un peu plus de justice et de raison. »« Non, mon ami, car le malheureux, aujourd'hui, c'est lui. Je ne suis pas descendu, moi. Je ne savais pas. Tandis que lui... » Le vieux policier hocha la tête. Il ne devait rien laisser deviner de ses pensées, et elle l'étouffait quelque peu. Enfin, poursuivit Noël, après un assez long silence. Je lui demandai à quoi il s'arrêtait. « Écoutez, prononça-t-il, j'attends mon père d'ici à 8 ou 10 jours. Vous m'accorderez bien ce délai. Aussitôt son retour, je m'expliquerai avec lui. Et justice vous sera rendue. Je vous en donne ma parole d'honneur. Reprenez vos lettres et permettez-moi de rester seul. Je suis comme un homme foudroyé, monsieur. En un moment, je perds tout. Un grand nom que j'ai toujours porté le plus dignement que j'ai pu, une position unique, une fortune immense, et plus que tout cela peut-être, une femme qui m'est plus chère que ma vie. En échange, il est vrai, je retrouverai une mère.
Nous nous consolerons ensemble. Et je tâcherai, monsieur, de vous faire oublier, car elle doit vous aimer, et elle vous pleurera. » Il a véritablement dit cela, presque mot pour mot. « Canaille !» gronda le bonhomme entre ses dents. « Vous dites ?» interrogea Noël. « Je dis que c'est un brave jeune homme, » répondit le père Tabaret, « et je serais enchanté de faire sa connaissance. » « Je ne lui ai pas montré la lettre de rupture, » ajouta Noël. « Il vaut autant qu'il ignore la conduite de madame Gerdy. Je me suis privé volontairement de cette preuve plutôt que de lui causer un très violent chagrin. Et maintenant ? Que faire ? J'attends le retour du comte. Selon ce qu'il dira, j'agirai. Je passerai demain au parquet pour demander l'examen des papiers de Claudine. Si les lettres se retrouvent, je suis sauvé. Sinon... Mais je vous l'ai dit, je n'ai pas de parti pris depuis que je sais cet assassinat. Qui me conseillera ? Le moindre conseil demande de longues réflexions, répondit le bonhomme, qui songeait à la retraite. Hélas, mon pauvre enfant, quelle vie vous avez dû mener ! Affreuse. Et joignez à cela des inquiétudes d'argent. Comment ? Vous qui ne dépensez rien. J'ai pris des engagements. Puis-je toucher à la fortune commune que j'administrais jusqu'ici ? Je ne le pense pas. Vous ne le devez pas. Et tenez, je suis ravie que vous m'ayez parlé de cela. Vous allez me rendre un service. Bien volontiers. Lequel ? Imaginez-vous que j'ai dans mon secrétaire 12 ou 15 000 francs qui me gênent abominablement. Vous comprenez, je suis vieux. Je ne suis pas brave. Si on venait à se douter... Je craindrais, voulut objecter l'avocat. Quoi ? Fit le bonhomme. Dès demain, je vous les apporte. Mais songeant qu'il allait se mettre à la disposition de M. Daburon et que peut-être il ne serait pas libre quand il voudrait. Non, pas demain, reprit-il, ce soir même. Ce diable d'argent ne passera pas une nuit de plus chez moi. Il s'élança dehors et bientôt reparut, tenant à la main 15 billets de 1000 francs. S'ils ne suffisent pas, dit-il en les tendant à Noël, j'en ai d'autres. Je vais toujours, proposa l'avocat, vous donner un reçu. À moi ? Pourquoi faire ? Il sera temps demain. Et si je meurs cette nuit ? Eh bien, fit le bonhomme, en songeant à son testament, j'hériterai encore de vous. Bonsoir. Vous m'avez demandé un conseil. Il me faut la nuit pour réfléchir. J'ai présentement la cervelle à l'envers. Je vais même sortir un peu. Si je me couchais maintenant, j'aurais quelque horrible cauchemar. Allons, mon enfant, patience et courage. Qui sait si, à l'heure qu'il est, la Providence ne travaille pas pour vous. Il sortit et Noël laissa sa porte entr'ouverte, écoutant le bruit des pas qui se perdaient dans l'escalier. Bientôt le cri de « Cordon, s'il vous plaît !» et le claquement de la porte lui apprirent que le père Tabaret était dehors. Il attendit quelques instants encore et remonta sa lampe. Puis il prit un petit paquet dans un des tiroirs, glissa dans sa poche les billets de banque de son vieil ami et quitta son cabinet, dont il ferma la porte à double tour. Sur le palier, il s'arrêta. Il prêtait l'oreille comme si quelque gémissement de madame Gerdy eût pu parvenir jusqu'à lui. N'entendant rien, il descendit sur la pointe du pied. 1 minute plus tard, il était dans la rue.